Il y a dans l'eau des choses mortes, des faces mortes. Elles gisent dans toutes les mares, ces faces pâles, au plus profond de ces eaux sombres. De fiers et beaux visages en grand nombre, mais tous immondes, pourrissants, tous morts. Il y a eu une grande bataille au temps jadis. Ils se sont battus dans la plaine pendant des jours et des mois. Mais les marais se sont étendus là depuis lors. Ils ont avalé les tombes. Ils rampent toujours davantage. C'est par ces mots que l'auteur britannique J.R.R. Tolkien décrit le marais des morts, dans le deuxième roman de sa saga littéraire Le Seigneur des Anneaux. Un marais, aux portes du Mordor, aux portes du royaume du Seigneur des Ténèbres, où flottent au gré des eaux les corps d'anciens guerriers et soldats tombés au combat. Un lieu lugubre dans un monde fantastique, mais qui n'est peut-être pas si loin de l'histoire de son auteur. Tolkien, effectivement, est ancien combattant lui aussi, de la Première Guerre mondiale. Il est second lieutenant au Lancashire Fusiliers lorsqu'il arrive sur le front français en juin 1916. Tombé malade et évacué en octobre, c'est lors de sa convalescence qu'il commence à écrire les bases du monde qui va occuper sa vie. Tolkien a toujours nié tout amalgame entre ses œuvres littéraires et les différents conflits mondiaux. Mais il a tout de même avoué dans sa correspondance avoir trouvé son inspiration dans certaines facettes de son expérience au front. Les marais des morts représentent la bataille et le lieu qui a marqué sa vie en 1916, la Somme. À l'aube du 1er juillet 1916, 600 000 soldats britanniques et français se lancent à l'assaut des positions tenues par 50 000 Allemands, lançant ce matin d'été la plus grande opération interalliée de la Première Guerre mondiale. 141 jours de bruit, de larmes, de fureur et de sang, pourtant occultés en France par la défense héroïque des poilus à Verdun. La primeur d'une bataille exclusivement franco-allemande. Pourtant en Allemagne, cet événement reste un tournant majeur, le symbole de la défense nationale. Quant au Royaume-Uni, il représente un moment fondateur pour l'Empire, ses dominions et colonies. Aussi, la première réelle épreuve du sang de cette armée composée à ce moment-là de volontaires, venus parfois de l'autre bout du monde pour défendre l'Empire et ses alliés. Comment cette bataille a brassé dans cette guerre de l'industrie autant de soldats d'Europe et du monde ? Allemands, Britanniques, Français des colonies, Canadiens, Terre-Neuviens, Australiens, Sud-Africains, Indiens, Néo-Zélandais. Comment la Somme est devenue une bataille mondiale. Les lieux nous parlent, alors pour commencer à comprendre, je me suis rendu avec mon équipe dans la Somme, à la rencontre des musées, des mémoriaux, des guides qui font vivre l'histoire et la mémoire de l'une des plus grandes batailles de la Première Guerre mondiale. En août 1914, l'Europe s'embrase. La France, le Royaume-Uni et la Russie s'opposent aux empires centraux austro-hongrois, allemands et à l'Italie. Des décennies de paix mais aussi de tensions grandissantes entre puissances européennes et coloniales qui débouchent cet été 14 au premier conflit mondial. Une guerre où la France et la Grande-Bretagne vont pendant tout le conflit faire appel à leurs colonies et leurs dominions. Charles William James Tucker est souffleur de verre et s'enrôle dans l'armée australienne le 12 juillet 1915. Il a 23 ans et est originaire de Melbourne, au sud du pays. La ville de Melbourne, au milieu et à la fin du 19e siècle, c'est la ville, après peut-être une des villes les plus importantes de l'hémisphère sud. On parle de Melbourne la merveilleuse. Romain Fati est historien, professeur d'histoire à l'université de Canberra et spécialiste de la question mémorielle australienne de la Première Guerre mondiale. Je lui demande à quoi ressemble l'Australie de 1914, appelée à se battre pour l'Empire britannique. Alors, l'Australie de 1914, c'est un tout petit pays de moins de 5 millions d'habitants au bout du monde qui est complètement dépendant de l'Empire britannique pour son économie. C'est-à-dire que quand la guerre est déclarée, la question ne se pose pas. D'ailleurs, dans les forces australiennes, vous avez à peu près 20% des soldats australiens qui sont nés en Grande-Bretagne, 20% dont les parents sont nés en Grande-Bretagne,
Donc le lien, en fait, quand on pense à l'Australie aujourd'hui vis-à-vis de l'Australie de 1914, c'est un pays totalement différent. Donc c'est pas des gentils Australiens qui vont aller se battre pour aider quelqu'un d'autre. Non, non. Les Britanniques sont en guerre contre l'Allemagne, les Australiens se voient comme Britanniques. Une logique d'allégeance que l'on retrouve dans le reste de l'Empire, un empire qui s'étend d'ailleurs du Canada à l'Inde, à l'Afrique du Sud et l'Australie, un empire où le soleil ne se couche jamais. Charles, lui, s'engage le 27 juillet 1915 au centre de recrutement du quartier de Newport à Melbourne en Australie. Votre soldat de Melbourne vient de la ville la plus peuplée ou la seconde ville la plus peuplée d'Australie. C'est un environnement urbain, c'est un environnement qui a été riche pendant le 19e siècle et qui a connu une crise industrielle dans les années 1890, début 1900, mais qui depuis s'est rattrapé. Donc faut voir que c'est un environnement, c'est un soldat qui a connu l'urbanité bien plus tôt que la majorité des soldats français, par exemple. Contrairement aux Français, la conscription pour les Britanniques n'existe pas au début de la guerre. L'armée se compose en très grande partie de volontaires, n'ayant pas connu de service militaire en vigueur en France et en Allemagne à cette époque. Sous l'impulsion du secrétaire de la guerre, le général Kitchener, une grande campagne de propagande est lancée dans l'Empire pour motiver les hommes à rejoindre le combat. Ainsi, en Angleterre, au Canada, en Afrique du Sud, en Inde ou en Australie, les volontaires se présentent dans les bureaux de recrutement. Mais qu'est-ce qui motive un Australien de cette époque à s'engager pour un combat à l'autre bout du monde ? Alors, les historiens ne peuvent pas sonder les cœurs. Moi, j'ai une conviction intime, c'est qu'il y a autant de motivation pour se porter volontaire en Première Guerre mondiale qu'il y a eu de volontaires. C'est-à-dire que ce sont des choix qui sont excessivement individuels. Après, on peut avoir des catégories générales. On peut penser, par exemple, au sens de l'aventure. Il faut bien comprendre qu'en 1914, quand vous êtes en Australie, il y a moins d'1% de la population qui a les moyens financiers de voyager en Europe. Là, vous avez l'opportunité de rejoindre l'armée et d'aller à l'étranger gratis, entre guillemets. En 14, personne ne peut se douter, encore moins en Australie, que ça va durer jusqu'en novembre 18. Donc, si vous voulez, au début, il y a une forme d'enthousiasme. On va s'engager. L'expression était « pour le roi et l'Empire ». Donc, il y a l'idée de l'aventure, il y a l'idée de faire son devoir patriotique. On est encore dans des sociétés où il est attendu des hommes d'un certain âge qu'ils se battent. Il y a le fait aussi, et je pense que c'est un des faits majeurs dans le cas de l'Australie, qui est généralement non dit, c'était que les Australiens étaient les soldats les mieux payés de tout l'Empire britannique. Leur solde est 2,2, 2,3 fois supérieur à celle du soldat britannique normal. Donc, à un moment où les années 1890, le début des années 1900, économiquement, c'était un peu compliqué parce que c'était la fin de la ruée vers l'or. Donc, l'économie australienne est dans un moment un peu de transition. En termes économiques, c'est plutôt intéressant. Et puis, il y a la pression sociale qui n'est pas négligeable. En Australie, vous avez des campagnes extrêmement importantes de propagande. Vous avez également l'utilisation de plumes blanches qui sont laissées dans les boîtes aux lettres de ces messieurs qui, en âge de combattre, ne se porteraient pas volontaires. Donc, vous avez aussi des processus d'humiliation. À peine 2 mois après son engagement, Charles quitte l'Australie direction l'Égypte pour continuer sa formation. Il relate d'ailleurs dans une lettre à sa mère son expérience dans la ville de Zeytoun. Une lettre partagée dans un petit journal de Melbourne, le 11 décembre 1915. Ce même mois de décembre, les choses se bousculent dans les états-majors alliés. L'année 1915 a été la plus meurtrière de la guerre pour l'armée française après les premiers mois de 1914. Après de nombreuses offensives infructueuses les mois précédents, le nouveau commandant des armées françaises, le général Joffre, veut inverser cette tendance. Et pour lui, la réussite passera par l'union des états-majors alliés et par une offensive commune. Pour le comprendre, j'ai rencontré Olivier, guide depuis des années sur le secteur de la Somme et qui connaît par cœur les champs de bataille du secteur. Tout commence en 1915 avec stratégiquement un fait très important, c'est lorsque les Italiens vont décider de rejoindre les Français et Britanniques, combattre. 1914,
L'Europe est coupée en deux par la Triple Alliance, Allemagne, Autriche-Hongrie, Italie. Les Italiens ne veulent pas combattre contre les Français et les Britanniques et au début de la guerre vont quitter la Triple Alliance. Et en 1915, les Italiens décident de rejoindre les Français et les Britanniques. C'est une opportunité pour les états-majors français et britanniques d'ouvrir un nouveau front, le front du Sud. Et l'idée générale qui va germer est de lancer une offensive à la fois venant de l'Est avec l'armée impériale russe, venant du Sud avec les Italiens et les Français et les Britanniques sur le front de l'Ouest, sur le front occidental, pour attaquer l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie sur 3 fronts différents. Voilà. Stratégiquement, c'est l'idée qui va permettre de mettre fin à la guerre. Le 14 février 1916, le général Joffre et Douglas Haig, général des forces britanniques en France, conviennent d'une attaque coordonnée entre les états-majors à la fin du printemps dans le secteur de la Somme. Bien que la région soit réputée comme un secteur calme, elle est tout de même très bien défendue. Mais la topographie du terrain motive Joffre et le concepteur du plan, le général Foch, à lancer cette offensive avec leur allié anglais entre Arras et la Somme. Une opération portée par 60 divisions, dont les 2/3 seraient françaises. L'offensive décisive de la Somme est pour les politiques et les généraux un projet d'abord français. Mais gros problème qui va se passer, 400 km d'ici, les Français sont surpris avec le début de la bataille de Verdun. La bataille de Verdun, les divisions françaises vont bouger vers Verdun. Le 1er juillet 1916, il n'y a plus que 14 divisions françaises qui sont disponibles ici, sur les 44. Vous imaginez 44 divisions qui sont prêtes ici. Bon, d'un autre côté, pas de bataille de Verdun, les Allemands arrivent massivement sur la Somme. Mais c'est la situation. Et on retrouve Sir Douglas Haig dans cette situation de pression politique et militaire pour lancer l'offensive le plus tôt possible, puisque maintenant, cette bataille est une bataille qui va être vitale pour soulager le front de Verdun. Parce que toutes les ressources allemandes qui seront utilisées ici dans la Somme ne seront pas utilisées sur Verdun. Et avec, pourquoi pas, toujours possibilité de gagner la guerre ici, parce que la bataille de la Somme est vraiment une offensive qui est planifiée en 1915 entre les états-majors français et britanniques pour mettre fin à la guerre. La Somme devient alors une offensive britannique, soutenue et demandée par les forces politiques et militaires françaises nécessaires pour soutenir Verdun. Mais de son côté, Douglas Haig et son état-major espèrent toujours que l'offensive sera décisive. Ainsi, il est décidé d'attaquer au matin du 1er juillet entre Gommecourt au nord et Fouquécourt au sud, avec 400 000 soldats britanniques, épaulés par 200 000 soldats français. Sauf qu'en 1916, la grande majorité de l'armée britannique est composée de volontaires, ce qui inquiète l'état-major français. Les généraux français n'ont aucune confiance sur l'armée britannique, parce qu'eux aussi sont conscients que c'est une armée de volontaires à l'époque, qui n'a aucune expérience. Les généraux français vont considérer que l'armée britannique en 1916 est une armée d'amateurs. Il n'y a pas de confiance sur l'armée britannique. Bon, malgré tout, tout le monde doit essayer de travailler ensemble. Pourtant, ils vont devoir s'appuyer sur les Britanniques pour faire avancer cette offensive et sauver Verdun. Charles et ses camarades arrivent en France en avril par le port de Marseille. Les Australiens se sont battus à Gallipoli dans les Dardanelles, mais la boue de la Somme et ce qui les attend est très différent. Aux côtés des Anglais, Écossais, Irlandais, Canadiens, Terre-Neuviens, Sud-Africains, Indiens, Néo-Zélandais, Français et soldats indigènes des colonies françaises, ils se préparent le 1er juillet à l'orage d'acier. Ernst Junger est lieutenant dans l'armée allemande en 1916. Avec ses camarades, il se trouve dans un abri souterrain pour se protéger d'un nouveau bombardement. Nous sommes le 24 juin 1916, et cet énième bombardement n'est pourtant pas comme les autres. Le seul moyen de se cacher, c'est de se mettre sous terre. Donc les Allemands vont aller se creuser des abris profonds jusqu'à 10 voire 20 mètres sous terre. Gauthier est membre de l'équipe du musée Somme 1916 et il nous parle des abris allemands et des bombardements britanniques fin juin 1916. Et en fait, ça va expliquer aussi en grande partie le carnage du 1er juillet, premier jour de la bataille de la Somme. Parce qu'en fait, les Britanniques vont bombarder la surface. Donc il va y avoir sur à peu près 20 km de front un canon tous les 18 mètres. Et c'est 2 millions d'obus qui vont tomber sur les Allemands. Ça va pulvériser la surface. Par contre, les Britanniques vont utiliser essentiellement des petits obus shrapnel.
Donc ça va vraiment faire des entonnoirs en surface, ça va abîmer les tranchées, ainsi de suite, mais ça va pas du tout, ou presque pas, toucher aux positions allemandes souterraines. Ça, c'est ouf. Le bombardement britannique va durer 7 jours. Si nous jetons un œil plus au sud, dans le secteur français, cette préparation d'artillerie est beaucoup plus efficace. Les artilleurs français ont gagné en expérience depuis 1914 et savent frapper l'ennemi, là où ça fait mal. Les premières lignes allemandes sont endommagées, ce qui va faciliter l'assaut des fantassins. Enfin, ils pensaient que vraiment il n'y avait plus à avoir d'Allemands. Donc une fois le bombardement terminé, les mines vont sauter à 7h28. Les Allemands comprennent que c'est le signal du début de la bataille. Hein. Ils sont pas plus bêtes que nous. Ils ont en plus pas mal d'infos parce qu'ils ont réussi à percer les lignes téléphoniques des Britanniques. Et donc ils vont ressortir de leurs abris, tant bien que mal. Hein. Je ne dis pas que c'était hyper simple d'en sortir, mais il y a toujours plusieurs entrées et ainsi de suite. Donc il y a toujours moyen de se retrouver en surface. Et puis ils vont attendre bien sagement que les Britanniques arrivent. Les mines qu'évoque Gauthier font partie avec le bombardement soutenu de cette stratégie britannique. Un travail de sape qui nécessite la création de galeries souterraines jusqu'aux lignes allemandes depuis le camp britannique. Ces mines sont chargées de plusieurs tonnes d'explosifs et sont mises à feu à 7h28. Les Britanniques sont sûrs de leur coup, quoi. Et puis les Allemands en face, c'est pas possible qu'il y ait quelqu'un qui ait résisté. Ils sortent en rang serré, épaule contre épaule, interdiction de courir, interdiction de se mettre au sol, à certains endroits avec les drapeaux, les cornemuses devant, enfin... Là, le topo, et c'est des rangs entiers de soldats qui vont tomber en quelques instants, et ces pauvres Britanniques ne comprennent même pas ce qui leur arrive. On leur avait dit qu'il n'y avait plus personne en face, et tout compte fait, ils sont tirés dessus de partout. Certains Britanniques sortent en rang serré, effectivement. D'autres ont rampé dans le no man's land avant l'heure de l'assaut, quand d'autres sortiront en courant. Tous sous le feu nourri des positions allemandes. C'est lors de cet assaut qu'on se rend compte de la différence d'expérience entre les Français et les Britanniques. Lorsque les uns avancent frontalement vers une ligne allemande, les Français sont plus aguerris et progressent avec une technique de saut de puce. Un groupe de soldats avance sous la couverture d'un autre groupe de camarades, et ainsi de suite. Malgré tout, le feu allemand est intense. Donc ça, c'est des armes qui sont vraiment redoutables. Alors, pour faire simple, hein, mais voilà, c'est capable de tuer un homme à 2 km. Bon, donc ça c'est la portée maximale où l'arme est mortelle. Ça tire 500 balles par minute. Donc c'est vraiment... des faucheuses, quoi. Le soir du 1er juillet 1916, le bilan humain est terrible. Sur 100 000 hommes engagés dans l'assaut, les Britanniques comptent 60 000 pertes, dont 20 000 morts. Cette journée est la plus meurtrière de leur histoire. Les Allemands absorbent le choc, mais subissent aussi de lourdes pertes. Quand les Britanniques ne progressent quasiment pas, les Français connaissent une belle progression pendant les 3 premiers jours de la bataille, perçant de près de 10 km par endroit. Mais à partir du 4 juillet, les Allemands se ressaisissent et bloquent toute progression. La percée escomptée n'est pas arrivée et il faut revoir les objectifs. Grâce à la progression française, le flanc droit britannique est maintenant protégé. Le nouvel objectif crucial des Britanniques est la prise de Bapaume. Après s'être brisé les dents sur les défenses allemandes en attaquant d'est en ouest, ils vont maintenant pouvoir attaquer du sud vers le nord et tenter de faire tomber le verrou de Thiepval. Les offensives dans les autres secteurs se poursuivent, car plusieurs étapes sont nécessaires pour atteindre les objectifs. 14 juillet 1916, c'est la première étape de la nouvelle stratégie britannique. La crête de Bazentin va être prise, va être capturée. Alors, mes Britanniques commençaient à apprendre, à tirer les leçons de l'échec du 1er juillet. Le 15 juillet commence la bataille de High Wood et de Delville Wood. Bois de Delville, bois des Fourqueaux. C'est une bataille pour chaque bois qui va durer pendant 2 mois, de mi-juillet jusqu'à mi-septembre. Et le coût sera plus de 10 000 pertes par bois pour les Britanniques. Donc 15 juillet, le début de la bataille des bois. Quelques jours plus tard, les Australiens sont dans la Somme. 23 juillet 1916, c'est le début de la bataille de Pozières. C'est ainsi que nous retrouvons Charles. Il est essentiel pour les Britanniques de faire tomber le solide verrou allemand de Thiepval. La position étant quasiment imprenable, le choix est fait d'encercler cette position pour qu'elle devienne intenable pour l'ennemi. Pour y parvenir, l'état-major confie pour objectif la prise du village de Pozières aux troupes australiennes. Si la localité et les positions qui la défendent tombent, Pozières devient une vraie rampe de lancement pour attaquer Thiepval. La bataille pour Pozières démarre le 23 juillet 1916 avec la prise de premiers objectifs importants, comme le bunker Gibraltar.
Le bataillon de Charles Tucker arrive le 27 juillet sur le front, occupe les nouvelles positions acquises et a pour objectif la prise de la tranchée surnommée Tom's Cut, jusqu'au nord du cimetière de Pozières. Le bataillon arrive le 27, prend position sur l'arrière, au site du Gibraltar. Et ensuite, le 28, le bataillon va se rapprocher ici pour vraiment être impliqué le 29. Mais le 28, les combats vont commencer. Et on peut lire dans le journal de marche du 23e bataillon que lorsqu'ils arrivent ici, ils se retrouvent sous des tirs d'artillerie d'obus à shrapnel allemand. Les hommes sortent à découvert et dans leur progression, c'est l'horreur. Les explosions se succèdent et il est impossible de se cacher. C'est l'hécatombe dans les rangs du 25e bataillon australien. Le soir du 28 juillet, plusieurs soldats manquent à l'appel. Le problème pour un soldat qui est porté disparu, à la fin de la journée, le bataillon a été impliqué dans des combats, le bataillon retourne à l'arrière et le sergent va procéder à l'appel. Johnson, Huggins, etc., etc. Lorsqu'un soldat ne répond pas à l'appel, il demande « Est-ce que quelqu'un a des nouvelles de Johnson ?» Peut-être des témoins. Oui, on l'a vu, il a été touché par des tirs de mitrailleuse, plus ou moins à tel endroit. Il y a toujours une enquête pour déterminer qu'est-ce qui est advenu du soldat. Donc on essaye de trouver toujours des témoins. C'est très important, parce que le soldat a peut-être été capturé. Dans ces cas-là, quelques mois plus tard, on va attendre de recevoir les listings de la Croix-Rouge. Chaque armée, lorsqu'il capture des soldats, note le matricule, l'identité du soldat, et ensuite envoie la liste à la Croix-Rouge, et la Croix-Rouge va envoyer cette liste aux armées concernées. C'est là où vous savez que le soldat, maintenant, il est prisonnier de guerre, par exemple. Charles ne répond pas à l'appel et n'est dans aucun registre de la Croix-Rouge. Il est donc déclaré disparu, un drame pour ses camarades au front, mais pas seulement. Il a une femme qui s'appelle Henrietta, il a 23 ans quand il s'engage, et il a une petite fille. Et là, c'est important parce que lorsqu'un soldat est porté disparu, il n'a plus de paye. Et bien souvent, le soldat, c'est le seul soutien de la famille. Alors là, il a une fille, mais il y a des familles avec 5, 6 enfants, 7 enfants. Souvent, le soldat va envoyer tout ou partie de sa paye à sa femme, à sa famille. Lorsque ça s'arrête, la femme se retrouve dans le dénuement parfois. C'est la raison pour laquelle en Grande-Bretagne, en France, un peu partout, tous les pays impliqués pendant la Première Guerre mondiale, les femmes vont être obligées de trouver un travail. Elles ne peuvent plus s'occuper des enfants et parfois c'est des familles extrêmement nombreuses. La mort d'un soldat sur le champ de bataille a systématiquement un impact social au pays. 1er juillet 1916, désastre pour l'armée britannique, c'est un désastre social en Grande-Bretagne. C'est seulement quand le soldat va être officiellement déclaré tué au combat, killed in action, date que Henrietta va toucher sa pension. Donc entre-temps, il faut subsister, il faut trouver un moyen pour pouvoir subsister. Charles est déclaré mort au combat en décembre 1917. Un désastre humain, social, familial. L'aventure de Charles Tucker prend fin autour du village de Pozières. Peut-être repose-t-il dans une fosse commune auprès de ses camarades, ou alors est-il toujours là, où il a été fauché. Aujourd'hui, impossible à dire. Mais pour les camarades de Charles, la bataille continue. Et ensuite, les Australiens se dirigent vers leur second objectif, qui est la prise du moulin à vent. Dans un premier temps, il faut capturer OG1 et OG2, les deux tranchées très profondes, fortifiées, qui se trouvent devant le moulin à vent. Donc, fin juillet, début août, la capture d'OG1, la capture d'OG2. Le 4 août 1916, le windmill est pris par les Australiens. Maintenant, les Australiens vont se diriger principalement, vont accentuer leur effort contre la ferme du Mouquet, puisque la ferme du Mouquet devient le dernier poste de défense de l'armée allemande pour défendre Thiepval. Qu'on voit là-bas. Voilà, qu'on voit là-bas. Donc mi-août, on a le début de la bataille de la ferme du Mouquet. Durant la bataille de la Somme, de nouvelles armes sont utilisées. Les soldats des deux camps sont durement éprouvés par cette violence. Les écrits d'Ernst Junger à propos de son expérience du combat dans la région est équivoque. Pour lui, elle représente la première bataille d'une guerre moderne, où les hommes sont vulnérables face à l'armement et aux moyens utilisés. Quelle que soit l'expérience du combat des soldats, la mort frappe partout et à tout moment.
Pour les historiens Marjolaine Boutet et Philippe Nivet, cette bataille contient même les germes stratégiques de la Seconde Guerre mondiale. Un facteur est à prendre en compte dans cet Armageddon, le moral des soldats. Comment tenir dans ces conditions ? Même si les armées font de leur mieux pour distribuer de quoi remonter le moral aux soldats et mettent en place des services postaux efficaces, l'éloignement de son foyer est un crève-cœur pour tous. Un problème qui s'exacerbe d'ailleurs avec la distance. Contrairement aux soldats anglais, écossais, irlandais, les Australiens, quand ils ont une période de permission, ne peuvent pas rentrer chez eux. Il est hors de question de passer 1 mois et demi sur un bateau pour avoir 1 semaine de permission et reprendre un bateau pendant 1 mois et demi. Un Français en permission va probablement, mais pas toujours, pouvoir rentrer chez lui, ou va pouvoir aller dans son pays qu'il découvre, parce que la France de 14, c'est pas la France d'aujourd'hui. Il faut voir qu'il y a encore une dominance des langues régionales, que chacun ne connaît pas les grandes villes de France, donc à certains égards, mais pour les Australiens, effectivement, cette distance fait que vous ne rentrerez pas tant que la guerre ne sera pas finie. Et par ailleurs, les Australiens savent d'ores et déjà que s'ils venaient à mourir, ils ne rentreraient pas. Donc il faut imaginer ce que ça veut dire pour les Australiens et donc pour les Britanniques, parce que vous ne pouvez pas avoir d'exception. L'Empire décide que les soldats britanniques, qui soient à 200 km de chez eux ou à 15 000 km de chez eux, seront enterrés sur place par mesure d'égalité. C'est une chose marquante dans la Somme. Dès notre arrivée sur place et avant même de commencer à filmer cette vidéo, l'équipe et moi avons été frappés par la quantité de cimetières militaires britanniques sur le territoire. Il y en a partout, de toutes les tailles. Ce sont 452 cimetières du Commonwealth qui ponctuent le paysage et marquent tous ces lieux qui ont été des assauts meurtriers. Ces différents lieux de recueillement suivent un même modèle et sont entretenus par la Commonwealth War Graves Commission, qui nous accueille au monument franco-britannique de Thiepval. Nous évoquons avec eux cette question du traitement des corps et des disparus, après la guerre. Alors pendant la Première Guerre mondiale, on dénombre à peu près 1 million de morts pour les victimes pour les membres du Commonwealth, les forces armées du Commonwealth. Et en fait, sur ce million de morts, on a dénombré à peu près la moitié de soldats qui étaient portés disparus et la moitié auquel il allait falloir apporter une tombe, une pierre tombale dans un cimetière. Et donc forcément, c'est gigantesque, c'est sans précédent. Il va falloir donner une image formelle à tout ça et aussi on pense aux familles, puisqu'on ne construit pas des cimetières que pour les morts, que pour honorer leur mémoire, mais on pense aussi déjà aux familles qui allaient se rendre sur les champs de bataille. Et à partir de là, il a fallu mettre tout un processus de réflexion en place. La première chose, c'est est-ce qu'on rapatrie les morts ou non? Est-ce qu'on laisse les corps sur place? Comment ça se passe? Parce qu'on savait qu'il allait forcément avoir des familles qui allaient avoir les moyens aussi de pouvoir rapatrier leurs morts, d'autres qui au contraire n'auraient jamais les moyens de le faire. Ancré dans la philosophie de la commission, il y a ce principe d'équité qui perdure encore aujourd'hui. Et donc on a souhaité qu'aucun soldat ne soit rapatrié et qu'on pense les cimetières de cette manière-là, uniforme, faire en sorte que chacun soit traité de la même manière, qu'il n'y ait aucune différence de traitement. Des cimetières et des mémoriaux qui rendent hommage aux soldats britanniques disparus dans la Somme. Ils sont nombreux, parfois très impressionnants et diffèrent des monuments allemands ou français et traduisent d'une différence de rapport à la mémoire. Là, je change un peu de sujet, mais tu disais que vous aviez beaucoup de visiteurs étrangers qui venaient évidemment, beaucoup des Britanniques. Ouais. Est-ce que tu vois des différences dans l'approche des visiteurs que tu peux avoir entre Britanniques, par exemple, et Français? Est-ce qu'ils vont chercher les mêmes choses? C'est quoi les différences que tu vois? Non, les visiteurs britanniques, ils viennent ici en pèlerinage. La Somme, c'est hyper important pour eux, donc ils ont tous quelqu'un qui, tous les jours, ils nous disent « Ah, mais j'ai mon oncle qui a été tué là, qui a été blessé là, qui s'est battu là. » Enfin, voilà, c'est vraiment important pour eux, quoi. Et dès l'après-guerre, ils ont commencé à traverser la Manche pour venir. Wow. Ah oui, c'est juste après, quoi. Juste après la guerre, ils ont commencé à venir. Et donc, ils ont eu besoin de venir. Et c'est aussi pour ça qu'il y a des monuments qui ont été faits à Thiepval, par exemple, pour que les familles puissent avoir un endroit pour se recueillir. Parce qu'il n'y a pas de corps, et donc il faut bien essayer de faire ce processus de deuil qui est indispensable. J'ai moi-même pu constater sur place la présence de très nombreux touristes britanniques, avec parfois des bus entiers de personnes venues visiter le champ de bataille
ou commémorer les ancêtres ou la mémoire de ceux qui se sont battus. De mon point de vue de Français, je n'y suis pas vraiment habitué, en tout cas pas de cette façon. Je pense qu'il est important de comprendre ce qui rend nos manières de traiter ce souvenir différemment. Là n'est pas la question de faire des jugements de valeur sur une manière idéale de traiter ce que certains appellent le devoir de mémoire. Mais j'ai besoin de comprendre. La Somme, en fait, est un peu le Verdun des Britanniques. Cette bataille est un coup de tonnerre dans l'histoire militaire de l'Empire. Elle est un réel drame social à cause de la composition de son armée, faite de volontaires de 1916, et ses bataillons de copains se faisant décimer dans les champs de bataille de la Somme. En Grande-Bretagne, dans les dominions ou dans les colonies, des communautés entières sont endeuillées. Le 1er juillet 1916 est le jour le plus meurtrier de l'histoire militaire britannique. 20 000 hommes perdent la vie, et dans certains territoires, c'est la quasi-totalité de la population masculine qui disparaît. Les ouvriers d'une usine, les joueurs et les supporters d'un club de foot, d'anciens camarades de classe. C'est ce que les Britanniques appellent les Pals Bataillons. Je suis allée à Birmingham récemment. Dans certains cafés, on voit encore des photos d'époque, on voit des images des unités qui ont combattu. Vous allez à Belfast, vous allez voir des fresques sur les monuments qui évoquent Thiepval, la bataille de la Somme. C'est impressionnant de voir à quel point la mémoire est extrêmement ancrée. Une manière de concevoir les lieux de mémoire. Une monumentalisation marquée pour les Britanniques, comme les mémoriaux sud-africains, terneviens, australiens, et se différencie des monuments français, comme ici la chapelle du souvenir français. Ce lieu voulu par la famille Dubos en hommage à leur fils tombé lors de la bataille, illustre les différences de traitement pour les corps et les sépultures des soldats français. Quand les tombes britanniques sont uniformes, en France, la stèle différencie déjà les soldats par leur confession religieuse, et les restes des soldats non identifiés sont mis dans des ossuaires, comme à Douaumont, alors que les Britanniques tiennent à la tombe individuelle pour les corps des soldats inconnus. La famille de Jean Dubos, issue d'un milieu bourgeois, pouvait ériger ce lieu de mémoire singulier pour leur fils et est aujourd'hui entretenu par le souvenir français pour ceux qui viennent inscrire le nom de leur aïeul, disparu pendant la guerre. Côté allemand, nous l'avons constaté sur place, les cimetières sont particulièrement sobres et discrets. Cette relation à la mémoire et au lieu n'est donc pas ce que nous disons du passé, mais ce que ce rapport au passé dit de nous. Pourquoi commémorer et comment le faire ? Je vous demanderai d'être attentif aux propos de Romain Faty sur ce rapport variable à la mémoire. Ah mais là, on rentre dans mon domaine privilégié d'études, c'est-à-dire le fossé que vous avez entre l'histoire et la mémoire. Vous parlez de jeunes qui arrivent dans les cimetières avec leurs petits drapeaux. Très bien, un Australien de 1915 ou de 1916, son chef de l'État, c'est un roi, son hymne national, c'est God Save the King, une population blanche, ouvertement raciste, qui applique la politique de l'Australie blanche. Ce que je veux arriver à dire, c'est que l'Australie de la Première Guerre mondiale n'a absolument rien à voir avec l'Australie d'aujourd'hui, multiculturelle. Mais pourtant, dans l'esprit de nombreux jeunes Australiens, ils se sont battus pour nous, pour notre liberté. Vous avez un lien qui est créé entre le passé et le présent, une sorte d'immédiateté et de continuité idéologique qui est absolument navrante pour des historiens. Mais l'histoire n'appartient pas aux historiens. Encore heureux qu'il y ait des gens qui soient intéressés par les commémorations et qui leur redonnent souffle en réinjectant du sens. La manière dont les Australiens commémorent leur ANZAC, Australian New Zealand Army Corps, donc les soldats de la Première Guerre mondiale, le corps australo-néo-zélandais, dans les années 20, n'a rien à voir avec la commémoration des années 40, n'a rien à voir avec la commémoration quasiment inexistante des années 60-70, et n'a rien à voir avec ce que ma collègue Joanne Beaumont a appelé l'orgie mémorielle du centenaire de la Première Guerre mondiale, où voilà, ils ont porté les ANZAC au nu. Mais c'est très particulier parce que, en fait, ce qui se joue là, surtout pour nous Français, ça nous renvoie à la dominance de la Seconde Guerre mondiale. Et de la résistance qui est si minime en termes numériques et qui pourtant a racheté la France, comme on le sait, dans la seconde moitié du XXe siècle. Et puis il y a aussi le fait que la France ait contribué activement à la déportation de dizaines de milliers de Juifs. Alors, mes collègues de la Première Guerre mondiale m'en voudront peut-être un peu, mais en termes mémoriels, on est peut-être en train de changer, mais ayant grandi en France, la primauté de la Seconde Guerre mondiale,
était excessivement importante. On avait des déportés qui venaient en classe, la majorité du cadre politique, enfin sous De Gaulle, voilà, tous ces gens-là occupaient le champ. Si bien que l'expérience principale de la guerre au XXe siècle en France, qui est la Première Guerre mondiale, est de très 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 loin en termes de millions de combattants, vis-à-vis des 6 semaines de 1940. Alors bien sûr, ça continue avec les résistants, on n'est pas sur les mêmes chiffres. Cette grande expérience du combat de la Première Guerre mondiale en France a été un peu, pas passée sous silence, mais la Deuxième Guerre mondiale a pris le dessus en termes mémoriels. Si bien que c'est vrai que c'est intéressant pour nous quand on voit des quarts d'Australiens qui habitent à 15 000 km venir commémorer la Première Guerre mondiale. Ça nous interroge, mais il ne s'agit pas de dire un tel a raison ou a tort. C'est simplement que la vie de la mémoire connaît des cycles. Et ces cycles peuvent être culturels, peuvent être politiques, il peut y avoir tout un tas d'enjeux qui se greffent à la manière dont la mémoire est construite. Effectivement, pour les Australiens, les grands héros de leur siècle et même de ce siècle, ce sont les Anzacs. Alors que pour nous, c'était les résistants. Alors encore une fois, on peut parler du côté mythe, légende, réalité, très bien. Mais ça n'explique pas pourquoi vous avez des millions de gens qui pensent comme ça. La différence entre nos manières de commémorer n'est pas liée à un intérêt plus ou moins fort pour le souvenir ou à un patriotisme exacerbé. Non. Pour certains, ce rapport à la mémoire est nécessaire pour trouver du sens dans son histoire nationale et occulter certaines parts sombres de son patrimoine. Pour d'autres, se souvenir, c'est aussi ressortir des traumatismes que l'on préfère regarder comme un objet solennel et l'ancrer dans un passé révolu. La bataille de la Somme était un espace mondial durant les opérations de 1916. Elle est 108 ans plus tard un espace mondial de la mémoire où se retrouvent, se mêlent et se complètent les mémoires britanniques, françaises et allemandes. J'ai retrouvé Charles Tucker. Au Mémorial national australien de Villers-Bretonneux, son nom est inscrit ici avec ceux qui ont disparu sans laisser de traces dans cette grande boucherie. La moitié des soldats britanniques de la Première Guerre mondiale n'ont jamais été retrouvés, et leurs noms sont marqués sur les murs les commémorant dans les différents lieux de mémoire, comme ici à Villers-Bretonneux, à Thiepval le monument franco-britannique, Beaumont-Hamel pour les Terre-Neuviens, et dans les 452 cimetières et lieux de mémoire qui parcourent la Somme. Pour les Français aussi, ces lieux existent, comme la chapelle du souvenir français de Rancourt. Tous ces sites sont ici pour commémorer la mémoire des soldats disparus et la mort de masse expérimentée et éprouvée par les sociétés européennes et mondiales de cette époque. If you really come down to any large story that interests people, hold them attention for a considerable time, or make stories, practically always a human story, is practically always about one thing, aren't they? Death. The inevitability of death. I don't know whether you would agree with that, but anyway, that is what there was a quotation from Simon Beauvoir that I read in the paper the other day, which seems to me put it in a nutshell. I think I'll read it. There is no such thing as a natural death. Nothing that happens to man is ever natural, since his presence calls the whole world into question. All men must die, but for every man his death is an accident. And even if he knows it and consents to it, an unjustifiable violation. Avant de se quitter, j'aimerais chaudement remercier le département de la Somme ainsi que Somme Tourisme de nous avoir accompagnés et d'avoir cru en notre travail. Merci aux différentes structures australiennes, canadiennes, sud-africaines, françaises et allemandes de nous avoir accueillis et guidés pendant ces 3 journées au cœur de ces paysages de la bataille de la Somme, d'une bataille et d'une mémoire mondiale.